Bienvenue à tous sur TV Fil 78. Fileco, c'est votre grand rendez-vous économique. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un secteur peu connu du grand public, l'immobilier d'entreprise. Un secteur qui ne connaît pas la crise. Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est 4,6 millions de mètres carrés d'immobilier d'entreprise. Votre territoire est devenu le deuxième pôle économique de l'Ouest parisien avec 1,5 million de mètres carrés de bureaux. Alors pourquoi les entreprises choisissent-elles de venir s'installer ici? Quels sont les atouts de Saint-Quentin-en-Yvelines? Est-ce que cela contribue à créer une ville connectée, intelligente? On va en parler dans un instant avec nos invités, ce sont des experts sur la question. Mais d'abord, le chiffre du jour, et le voici, 5,24 millions d'euros. C'est la rémunération perçue par Carlos Tavares pour l'année 2015. Son salaire a quasiment doublé par rapport à l'année dernière, voilà qui a suscité la polémique, même l'État s'en est ému. Alors le patron de PSA lui reste droit dans ses bottes. Carlos Tavares estime avoir mené à bien sa mission, redresser le groupe, dont acte. Revenons maintenant sur le reste de l'actualité économique. Sur votre territoire, le Zap Éco a été fait par Fanny Bourdillon. Le mois de mars a été marqué par les nombreuses manifestations contre le projet de loi travail. Étudiants, syndicats, demandeurs d'emploi et salariés sont descendus à plusieurs reprises dans la rue pour crier leur refus face à la loi El Khomri. Il n'y a rien de bon là-dedans. Que celui qui trouve un seul truc en faveur des travailleurs, qu'il le dise. Il n'y a rien pour les travailleurs. Tout est pour les riches, pour les patrons, pour les entrepreneurs. Il y en a ras-le-bol de ça. Suite à la grève générale du 9 mars, nous avions reçu en plateau Bertrand Decré, président du MEDEF Yvelines. Il s'est dit satisfait d'une grande partie de la loi travail et ne comprend pas cette jeunesse qui descend dans la rue. Il n'y a pas de combat entre un patron et ses salariés. Nous vivons une chose commune. Un chef d'entreprise, il n'a qu'une envie, c'est de voir progresser son entreprise et d'embaucher. Parce que s'il embauche, c'est qu'il a développé l'entreprise. Je ne connais pas un patron qui puisse me dire « moi j'ai envie de régresser, monsieur ». Le mois de mars a mis à l'honneur l'entrepreneuriat étudiant. Paris-Saclay et l'université de Saint-Quentin ont organisé une série de rendez-vous pour dynamiser la création d'entreprises. Comme le 10 mars dernier, lors de la journée de l'entrepreneuriat étudiant, un forum dédié aux startups où les jeunes venaient prendre conseil auprès d'entrepreneurs. Pour les aider à se lancer, ici à l'université, on organise un certain nombre d'ateliers sur cette journée pour notamment lever l'ensemble des difficultés liées à la méconnaissance du métier d'entreprise. Monter une entreprise, il y a beaucoup de législation, il faut savoir aussi monter son business plan, il faut savoir monter ses nouveaux contrats, rencontrer ses futurs acheteurs. Il y a tout un aspect réseau et c'est là-dessus qu'on essaie de les aider. 83 projets de start-up ont émergé de cette journée, soit 10 de plus que l'année dernière, une preuve que l'entrepreneuriat étudiant a encore de beaux jours devant lui. Autre temps fort de l'actualité économique, le MIPIM, c'est le plus grand salon international de l'immobilier d'entreprise. Comme tous les ans, il a réuni des professionnels du monde entier à Cannes. Alors Saint-Quentin-en-Yvelines était présente, évidemment, l'occasion de mettre en avant son concept de ville intelligente, de présenter le quartier du Vélodrome ou d'autres projets comme l'Omega Park, le Paris Ouest. Le MIPIM, c'est un peu le Davos de l'immobilier. Autant dire que nos invités l'ont suivi avec intérêt, ils y étaient même. Christine Turquet de Beauregard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la responsable du pôle immobilier et services aux entreprises au sein de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors vous accompagnez les promoteurs, les investisseurs ou utilisateurs à réaliser leurs projets. Vous avez mis un terme assez joli, vous êtes facilitateur, c'est ça? Tout à fait. Alors vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Alors deux messieurs, Didier Vauquier, directeur du développement chez CFC Développement, un promoteur historique sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà. Exactement. Merci d'avoir accepté Local. notre invitation. Et enfin, David Bournat, alors vous êtes directeur de l'équipe Île-de-France Bonjour. Sud de JLL, Jones Lang LaSalle. Alors, pour faire court et peut-être un peu réducteur, vous êtes un peu un agent immobilier dans le secteur de l'immobilier d'entreprise. Un commercialisateur, effectivement, dédié aux entreprises. Vous trouvez des locataires ou des particuliers du monde de l'entreprise. Exactement, des entreprises pour le compte d'investisseurs qui détiennent des immeubles à louer ou à vendre. Alors, on va faire déjà un petit tour de table autour du MIPIM, ce marché de l'immobilier d'entreprise. C'est un marché important pour Saint-Quentin-en-Yvelines. C'était important d'y être parce que vous y étiez. Tout à fait. Donc le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines est présent sur ce salon depuis déjà presque une vingtaine d'années.
C'est très important d'y être pour un territoire puisque c'est là où nous présentons tout ce qui se passe sur le territoire, tous les projets qui sont à développer. Et c'est très important d'être présent puisque nous exposons sous l'égide de Paris Région Entreprises. Et si le territoire n'est pas présent lors de ces salons, comme le CIMI d'ailleurs qui se passe au Palais des Congrès à Paris en décembre, on peut disparaître très facilement de la carte. Donc il faut toujours être présent pour montrer l'attractivité du territoire et surtout qu'on a toujours des projets à développer. Alors, ce qui n'est pas facile, là, parce qu'on le rappelle que c'est quand même un salon international, hein. Il y a plus de 50 pays présents, je crois. Enfin, vraiment, il faut savoir montrer ses forces et ses faiblesses. Alors, est-ce que c'est un marché qui est offensif sur Saint-Quentin en Yvelines, messieurs, le marché de l'immobilier d'entreprise? Alors, c'est un marché qui le devient, puisque déjà c'est un marché qui est très stable, qui a une forte résistance. Tous les ans, il y a environ 50 à 60 000 mètres carrés de bureaux en moyenne qui vont se louer ou se vendre auprès d'entreprises. Donc ça a un vrai pouvoir d'attraction auprès à la fois des grands utilisateurs qui peuvent avoir des projets immobiliers et puis des investisseurs qui souhaitent lancer des immeubles, des promoteurs comme Didier Vauquier qui ont des projets. Donc c'est important. Donc Didier Vauquier, on le rappelle, vous faites partie des historiques, enfin pas vous, mais votre groupe. Quelques promoteurs implantés sur Saint-Quentin-en-Yvelines qui historiquement ont continué à développer depuis les années 80 des immeubles tertiaires de plus en plus performants et donc attachés à la relation avec les agents immobiliers et la communauté d'agglomération. Et quels sont les atouts de Saint-Quentin-en-Yvelines ? C'est un vaste sujet. Les atouts, je pense, ce sont déjà un carrefour de transport performant, une implantation à l'ouest de Paris, historiquement, je dirais, la plus qualitative, avec, je dirais, tous les dirigeants d'entreprises qui y sont souvent installés, une proximité défense via le RER, et puis peut-être un tissu urbain dans le centre-ville de Saint-Quentin qui a su évoluer. Grâce au travail de la communauté d'agglomération et des belles entreprises dont pourra nous parler peut-être JLL qui se sont implantées depuis peut-être l'avenue de Bouygues et du Crédit Agricole, qui étaient les deux grandes sociétés historiquement implantées sur Saint-Quentin. Donc ils ont donné un bon signal pour les autres entreprises. Est-ce que, Christine de Beauregard, est-ce que c'est facile aujourd'hui de défendre, de proposer à des entreprises de venir s'installer ici sur le territoire? Alors on a une grande chance sur le territoire de Saint-Quentin, c'est qu'on a des grosses entreprises historiques, Didier le rappelait, donc le Crédit Agricole, Bouygues, Malakoff, Médéric. Et en fait, ces entreprises ont permis l'installation de tout ce qu'on considère comme bureaux d'études, comme sous-traitants, donc qui ont voulu s'implanter justement à côté des gros donneurs d'ordre. Donc ça, c'est très important. Et ce qui est important également sur notre territoire, c'est que nous ne sommes pas un territoire monofilière. Nous sommes un territoire avec 6 filières, donc l'aéronautique, l'automobile, la défense, la finance, les assurances, etc. Ce qui fait que si on a un problème dans une des filières, ça ne détruit pas tout le système économique de Saint-Quentin. Et c'est important puisque justement, le fait d'avoir plusieurs filières économiques sur le territoire nous amène justement de nouvelles entreprises ou conforte les entreprises qui sont présentes. Et David Bourdin, vous aussi, vous avez une demande importante ? Oui, on a une demande importante sur ce territoire. Et puis j'ajouterais qu'il y a un cadre de vie également. C'est une vraie réussite, cette ancienne ville nouvelle. Donc c'est un cadre de vie qui est assez apprécié. Les entreprises sont très sensibles aussi au bassin de population qui gravitent autour de leurs implantations, puisqu'il faut que les salariés, les collaborateurs puissent se loger. Et c'est effectivement une des réussites aussi de l'agglomération, c'est de ne pas savoir seulement grandir sur l'immobilier entreprise, le développement de bureaux locaux d'activité, mais aussi avoir installé tout un tissu résidentiel, des services qui sont évidemment aussi très appréciés des entreprises, des services publics, des services à la personne, des commerces. Donc tout ça contribue à la force. En tout cas, ça contribue. Alors nous allons voir tout de suite si vos analyses sont partagées par l'ORIE d'Île-de-France. Cet observatoire régional de l'immobilier étudie le marché. Et voici ses conclusions pour l'année 2015. Un reportage réalisé par Fanny Bourdillon. C'est dans les locaux de l'ORIE que l'on étudie le marché immobilier d'entreprise en Île-de-France. Chaque année, 3 études en moyenne y sont réalisées. L'Observatoire a constaté qu'avec un parc de 53 millions de mètres carrés de bureaux, l'Île-de-France est première d'Europe, mais l'offre a besoin d'être modernisée. L'attractivité
économique en Île-de-France, aujourd'hui, est un petit peu pénalisé par l'offre de qualité. Voilà, donc on est plus dans le renouvellement que dans la construction. Aujourd'hui, le parc de bureaux parisiens est assez obsolète, en partie, est assez obsolète. Donc plutôt, on est dans la modernisation du parc qui permettra d'avoir une offre de qualité et de pouvoir répondre aux besoins des entreprises, notamment locales, mais aussi internationales. Dans les Yvelines, c'est dans les années 90 que l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines s'est affirmée comme un pôle d'affaires dynamique. Aujourd'hui, c'est le deuxième pôle économique de l'Ouest parisien après la Défense, une preuve que l'agglomération conserve de nombreux atouts pour les entreprises. D'abord, la proximité de la capitale, puisque Saint-Quentin est situé à 20 km de Paris. C'est aussi, on l'a dit, le tissu dynamique des entreprises, des grands noms, des grandes sociétés, des DPE innovantes, des laboratoires de recherche, un pôle université très dynamique et également des logements. Le développement des transports, mais aussi l'intégration de Saint-Quentin en Yvelines au cluster Paris-Saclay devrait permettre à l'agglomération de renforcer son attractivité dans les années à venir. Alors voilà, dans ce sujet, on a vu aussi qu'on abordait qu'il fallait se moderniser. On a entendu le terme d'obsolète. C'est une réalité, Christine Bourgard ? Tout à fait. Les élus ont pris conscience de cette problématique il y a un petit peu moins d'une dizaine d'années. Et Saint-Quentin, à l'heure actuelle, nous n'avons pratiquement plus de foncier vraiment disponible pour accueillir des immeubles neufs sur des terrains nus. Mais par contre, la ville se reconstruit sur elle-même et de nombreuses opérations donc, de démolition-reconstruction, des opérations de rénovation ont vu le jour et sont en projet. C'est comme ça qu'on a pu capter Mercedes-Benz France, puisque CFC Développement avait pris le risque à l'époque de démolir le siège social de Sodexo et de Fujifilm pour préparer le terrain pour l'accueil de Mercedes-Benz France. Et surtout, c'est une problématique qui doit vraiment être prise en compte, parce qu'à l'heure actuelle, les utilisateurs ne se contentent plus de rester dans leur immobilier, mais veulent de l'immobilier adapté à la demande des utilisateurs, un immobilier flexible, etc. Donc vraiment, on a besoin de ces opérations de rénovation et de démolition. Alors justement, on va voir un peu un immeuble qui est assez qui fait un peu de symbole, puisque c'est l'immeuble international. Il a été construit en 1976 à Saint-Quentin en Yvelines, et aujourd'hui il est vide à 80%, et l'agglomération a donc décidé d'engager une profonde restructuration. Le chantier devrait démarrer à l'été 2007 avec la construction de nouveaux bureaux, mais aussi de nouveaux logements. Il faut reconstruire plutôt que renouveler, c'est ce que vous me dites ? Alors, il faut reconstruire parce que déjà, parmi les plus grandes transactions qui sont faites tous les ans, ça concerne des immeubles neufs ou des immeubles qui sont construits spécialement pour les entreprises. Les entreprises, déjà, elles cherchent à être beaucoup plus citoyennes, avec des immeubles qui ont une qualité environnementale. Elles cherchent à faire des économies avec des immeubles qui sont moins énergivores. Et puis, elles ont fait face à une double nouveauté, finalement, ces dernières années, des nouvelles technologies, une nouvelle génération qui s'est très bien approprié ces nouvelles technologies. Donc il faut repenser les espaces de travail, et les espaces de travail qu'on a créés dans les années 70 ou 80 ne sont plus réellement adaptés aux besoins d'aujourd'hui des entreprises. Alors Didier Vauquier, vous en tant que promoteur, vous devez vous adapter vous aussi et proposer d'autres sortes d'immobilier. Nous avons suivi, je rejoins ce que dit Madame de Bourgard, nous avons suivi l'évolution des recherches foncières. Le foncier est moins présent, il y a moins de terrains non construits en proximité de centre-ville. Donc nous avons, depuis une dizaine d'années, nous nous sommes concentrés sur l'acquisition de bâtiments anciens, désuets, obsolètes, désuets, non utilisés et dont la valeur a été proche de la valeur du terrain. Donc nous avons acquis d'abord effectivement le terrain qui a fait l'objet de l'implantation de Mercedes-Benz, puis ces 2 dernières années, nous avons acquis 2 bâtiments implantés dans l'hypercentre qui vont faire l'objet de l'un d'un projet d'environ 24-25 000 m² et l'autre une opération plus modeste de l'ordre de 6-7 000 m². On conserve les infrastructures, la partie sous-sol, qui, elle, est moins évolutive, et nous bâtissons dessus un nouvel ensemble, en général plus gonflé, plus dense, puisqu'on densifie le centre urbain, et, pour reprendre ce que disait David, plus conforme à ce qu'attendent les utilisateurs aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il vaut mieux faire table rase et reconstruire.
table rase, plutôt que de rénover très ponctuellement. Certains immeubles peuvent être rénovés, mais ils doivent avoir des caractéristiques au niveau de leur structure béton, des hauteurs libres importantes, puisque aujourd'hui les immeubles sont tous climatisés, avec du faux plancher, des plateaux qui doivent être dans des caractéristiques très spécifiques, puisque les sociétés aujourd'hui travaillent sur des épaisseurs moins profondes que par le passé. Voilà, il est plus rare de pouvoir rénover un bâtiment, plus facile de redémarrer de zéro, comme disait David, pour reconstruire quelque chose de plus dense et plus efficace. Alors, thermiquement plus efficace aussi. Et vous accompagnez ce mouvement. On parlait de votre fonction de facilitateur. Vous avez des leviers pour permettre ces rénovations ? Oui, tout à fait. Donc, la communauté d'agglomération a pris en compte donc, très rapidement ces problématiques et nous accompagnons donc les promoteurs dans leurs opérations de rénovation ou de démolition en travaillant justement sur le droit des sols, en modifiant certaines règles d'urbanisme, en permettant l'augmentation de hauteur pour justement permettre aux opérateurs de densifier leurs opérations. Par exemple, on a un projet sur le Pas du Lac, c'est un immeuble de 2400 m² qui va être démoli et sur ce foncier va être construit un immeuble de 13 000 m². Donc ça permet aux opérateurs que leur bilan tourne bien aussi, donc en densifiant, et ça permet justement ces opérations. Donc on a vraiment, nous, un rôle, on agit au niveau donc, du droit des sols, on agit également dans les ASL, puisqu'il faut avoir l'accord des ASL pour changer les autorisations de foncières, d'urbain, etc. Donc on les accompagne et c'est vrai qu'on a un rôle relativement important par rapport à ça, sinon les opérations ne pourraient pas se réaliser. Il y a plus de 250 000 m² qui sont en projet. Est-ce que c'est une spécificité à Saint-Quentin-en-Yvelines ? Est-ce que c'est, pour expliquer à nos téléspectateurs, effectivement, est-ce que c'est vraiment énorme ? Est-ce que c'est vraiment un défi à relever ? Didier Bocquet ? Le défi, il est de permettre à des sociétés qui veulent s'installer sur le territoire de trouver produits à leur mesure sans que la production soit trop importante qui viendrait éventuellement, je dirais, abaisser les loyers. Je pense que le territoire de Saint-Quentin maîtrise bien ce sujet. Nous-mêmes, CFC Développement, sur les 2 opérations que je viens de citer, nous en lançons une en blanc, c'est-à-dire que nous allons en lancer une à construction sans avoir d'utilisateur identifié. Une opération de 7 000 m². Par contre, celle qui fait 20 ou d'autres opérations de 30 ou 40 000 m² sont, on va dire, dans les cartons, prêtes à démarrer avec des permis, mais ne feront l'objet de construction qu'une fois un utilisateur identifié sur ces opérations. Et alors là, c'est là que vous intervenez, David Bournin. C'est là qu'on intervient, et c'est vrai que selon les projets, il y a des cycles de décision qui sont plus ou moins longs. Donc il est important d'avoir à la fois des projets dans les cartons, comme le disait Didier, mais aussi des projets en production, même si l'utilisateur n'est pas identifié, pour justement répondre à des entreprises qui ont des besoins beaucoup plus courts, beaucoup plus court terme, tout à fait, que 2018 ou 2019. Donc c'est important d'avoir les deux. Et pour l'instant, il y avait beaucoup de projets dans les cartons, mais peu de projets un peu plus mûrs, lancés. Et c'est la chose très intéressante qui est en train de se passer depuis la fin de l'année dernière. On voit des projets vraiment avancer réellement et des immeubles se lancer. Et c'est une très bonne chose. Oui, Christine de Beauregard, vous acquiescez. Effectivement, quels sont les projets phares ? Alors, on a justement, ce qui est très intéressant, là, c'est qu'on a, pour l'année 2016-2017, on a 2 opérations qui vont sortir en blanc. Une opération en restructuration très lourde et l'opération de démolition-reconstruction de CFC. Ce qui est important, c'est que par rapport justement à toutes ces opérations qui sont lancées, on est passé des années 2012 à peu près, où on avait un taux de vacances sur le territoire de Saint-Quentin très important, aux alentours de 14-15%. Nous sommes descendus à un taux de vacances de 7%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu un jeu de chaises musicales, c'est-à-dire que les entreprises qui ont déménagé pour s'implanter dans des immeubles neufs ont libéré leur immobilier obsolète. Les propriétaires ont pris conscience que leur immobilier était trop obsolète, donc il fallait vraiment qu'ils se lancent dans des grosses opérations de rénovation ou de démolition.
Et grâce à ça, justement, on a permis de diminuer le taux de vacances, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les immeubles qui sont sur le marché sont occupés à 93%, ce qui est vraiment très, très important. Et grâce aussi à quelque chose d'important, c'est la réforme de la redevance pour création de bureaux, qui est devenue une taxe à partir du 1er janvier 2016, et dont le tarif est passé de 236 € à 50 € le mètre carré. Donc du coup, ça va favoriser les opérations qui sont justement en projet, les fameux 250 000, pour pouvoir lancer des opérations, parce qu'à l'heure actuelle, sur Saint-Quentin, nous n'avons pas d'immobilier neuf actuellement à proposer à une entreprise qui voudrait s'implanter dans l'année, par exemple. Alors dans un deuxième temps dans cette émission, on recevra un architecte, mais c'est vrai que la question se pose de comment anticiper le fait qu'un parc immobilier devienne obsolète, parce qu'effectivement, quand tous ces immeubles, quand ils ont été créés, j'imagine que là aussi, on s'est penché sur la question, et en fait, ils sont obsolètes des années plus tard. C'est un problème pour vous? C'est une difficulté à gérer? Ce qui est assez intéressant, pour revenir sur les deux projets sur lesquels nous sommes positionnés, c'est que le plus récent d'entre les deux est un immeuble qui a été construit en 1993. Ah oui, 1993, c'est très récent. Cet immeuble a été construit par une société qui l'avait finalement dédié à sa propre utilisation. Et donc, une fois cette société partie, ayant libéré cet immeuble, il ne trouve pas réellement preneur, la chaussure étant très particulière. Donc, est-ce que c'est Proxima 5 ou est-ce que non, ça c'est celui c'est le bâtiment. C'est un bâtiment qui était occupé anciennement par la société Aegis sur l'avenue du Centre. Et ce bâtiment, effectivement, construit en 93, est devenu obsolète car trop dédié à l'utilisation spécifique de cette société. Proxima 5, cette opération qu'on va lancer en blanc, lui a été construit en 83. Donc effectivement, correspond plus aux règles des années 80. Pour des raisons aussi d'amiante, aussi, hein, il faut le dire, et parce qu'ils ne correspondent plus, comme on l'a dit précédemment, à des règles d'occupation qui sont celles d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les entreprises ont des règles d'occupation, là on le voit à l'écran, l'ancien immeuble, qui sont plus denses. Donc, on va dire un poste de travail pour 12-13 mètres carrés. Vous voulez mettre ça dans un immeuble ancien, vous n'y arrivez pas. Donc il faut des plateaux plus compacts, avec moins de contraintes aussi en termes de structure et de poutres et poteaux-poutres. Et on ne retrouve pas dans les immeubles anciens la capacité de mettre le nombre d'utilisateurs suffisant. Et David Bournat, vous avez des exigences très particulières des entreprises, elles correspondent à ce que vient de dire Didier Bouquet? Alors, il y a eu une vraie accélération ces 10 dernières années. Les bouleversements techniques, les nouveaux matériaux, les nouvelles réglementations, les nouvelles façons de travailler. Donc, effectivement, c'est un mix de tout ça. Il y a une exigence quand même qui est toujours prioritaire, c'est la proximité des transports. On l'a aujourd'hui dans le centre-ville. Mais effectivement, ensuite, c'est des espaces de travail qui soient le plus ouverts possible, qui soient le plus flexibles possible. Tout à l'heure, on en parlait. Qui soient le plus connectable possible. Effectivement, les entreprises aussi ont des exigences économiques. On est quand même dans une période un peu contrainte. Donc, on va chercher à optimiser la surface occupée par les collaborateurs, mais à créer à côté de ça beaucoup d'espaces de convivialité, beaucoup de moyens de travailler d'un bureau à l'autre avec les nouvelles technologies. Donc, ce sont les exigences particulières, mais il faut l'infrastructure pour ça. Il faut des fonds planchers, il faut des profondeurs, comme le disait Didier, de bâtiments qui sont assez importantes. Et tous les immeubles des années 70 ou 80 n'y répondent pas forcément. Vous vouliez réagir, Christine Bourdin? Oui, justement, à l'heure actuelle, dans la réalisation des nouveaux immeubles, il faut vraiment réfléchir maintenant à l'avenir. Et en fait, tout ce qui était fait auparavant, des immeubles qu'on appelle clés en main, c'est-à-dire pour une entreprise particulière qui donne sa définition, son cahier des charges, maintenant, il faut que les immeubles soient le plus réversibles possible. Parce que dans l'avenir, en fait, on va avoir la problématique suivante, c'est est-ce qu'un immeuble, on le construit pour du bureau ou est-ce qu'on le construit pour du logement? En fait, il faut maintenant rentrer dans une ère où un immeuble construit peut être facilement transformable en logement, même si c'est du bureau à l'origine, ou l'inverse. Et c'est comme ça qu'on arrivera justement à avoir des immeubles les moins obsolètes possibles pour l'avenir. Une grande souplesse. Oui.
Et c'est des questions qui intéressent aussi les investisseurs, c'est-à-dire souvent les entreprises utilisatrices sont locataires. Derrière, il y a des investisseurs qui achètent des immeubles, qui investissent des sommes assez importantes sur des lancements d'immeubles. Et donc, ils doivent avoir une espèce de garantie comme ça sur l'avenir que leur immeuble ne sera pas obsolète dans 5 ou 10 ans. Donc, c'est une problématique qui est partagée par les utilisateurs de ces immeubles, mais aussi leurs propriétaires. Alors, il y a les gros investisseurs, mais vous, moi, vous qui nous regardez, vous pouvez aussi investir dans l'immobilier d'entreprise, notamment grâce au crowdfunding. C'est ce que propose une start-up du territoire. Elle s'appelle Fundimo. Fanny Bourdillon les a rencontrés. Démocratiser l'investissement immobilier, c'est l'objectif que s'est fixé Fundimo. Cette start-up, lancée en novembre dernier par 3 entrepreneurs, est une plateforme de financement participatif spécialisée dans l'immobilier. L'immobilier était un investissement qui n'était jusqu'à présent pas accessible pour les particuliers, pour monsieur tout le monde. Et aujourd'hui, grâce au crowdfunding, c'est possible. Vous pouvez financer la construction, la réhabilitation d'actifs immobiliers dans votre région grâce à ce nouveau canal d'investissement Internet. Pionnière en la matière, Fundimo répond à la réglementation actuelle en étant agréée auprès de l'autorité des marchés financiers. La plateforme propose déjà 5 projets immobiliers sur son site. Parmi eux, le projet Paris-Ouest à Maurepas, avec la réalisation d'un bâtiment d'activité de 5200 mètres carrés. Fundimo a choisi la zone de Maurepas et notamment la zone de Paris-Ouest, de par son attractivité avec les grands axes routiers de l'ouest parisien, l'autoroute A12, l'autoroute A13 et la nationale 10, et notamment également de par son attractivité en termes de projets qui ont déjà été réalisés sur la zone de Paris-Ouest, de projets de réhabilitation d'immeubles d'activité et notamment de rénovation d'immeubles existants. Un site de crowdfunding simple à utiliser. En quelques clics et à partir de 1 000 €, le souscripteur investit dans le projet immobilier auquel il croit. Une nouvelle façon d'investir en court-circuitant les intermédiaires traditionnels. Nous sommes également une plateforme indépendante puisque nous ne sommes associés à aucun promoteur ni à aucune banque qui nous garantit une indépendance totale dans l'analyse des dossiers et dans la sélection des projets que mène la plateforme. Avec un taux de rendement annuel de 8 à 12% par projet, la plateforme rencontre un franc succès. Pour 2016, une quinzaine de projets immobiliers sont déjà en préparation. Voilà, alors, est-ce que nos invités sont aussi convaincus par cette plateforme, Didier Vauquier? Qu'en pensez-vous? Écoutez, il y a un problème d'échelle. C'est vrai que déjà, on est sur des projets peut-être plus petits en taille. Je trouve que personnellement, je trouve que c'est intéressant. Après, le métier de l'immobilier est un métier de professionnel. La conception de l'immeuble est un élément primordial qui va permettre, je dirais, de louer cet immeuble. Cet immeuble non loué ne rapportera pas, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, rester avec des professionnels spécialisés pour concevoir ce type de produit me paraît quand même une base saine. Sinon, pour la partie de financement, je trouve que c'est dans l'air du temps. Voilà. Oui, effectivement. Alors, Christine de Beauregard, vous les connaissez? Vous les avez rencontrés? Le crowdfunding? Oui, enfin, le crowdfunding, mais notamment Fundimo. Est-ce que vous êtes intéressé par cette pratique? Voilà, c'est vrai que aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. Oui, voilà, c'est dans l'air du temps. Donc oui, pourquoi pas? Au contraire, c'est bien, puisque ça diversifie aussi tout le panel des investisseurs. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais par contre, on sait que, sur le territoire de Saint-Quentin, je rebondis par rapport au sujet de tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'on a des opérateurs qui ne font pas un seul coup sur Saint-Quentin. On a des opérateurs qui sont vraiment fidèles au territoire. C'est comme ça qu'on arrive aussi à avoir un territoire aussi attractif. C'est qu'on a aussi bien des promoteurs, des investisseurs, des conseils en immobilier d'entreprise qui continuent de travailler sur Saint-Quentin depuis des années et des années. Et ça, c'est important aussi pour l'attractivité d'un territoire. Et ça permet en plus de bien connaître le territoire et d'avoir un maillage intéressant. David Bournat, vous qui êtes spécialiste en conseil, vous conseillerez de passer par je reviens à ce sujet sur le crowdfunding? Alors c'est une vraie tendance, mais il faut savoir que les particuliers ont déjà accès au marché de l'immobilier d'entreprise, puisqu'il y a énormément de groupes bancaires et de groupes d'assurance qui proposent des supports d'investissement qu'on appelle les SCPI, qui sont finalement des parts de portefeuilles immobiliers qui sont accessibles au public, à n'importe qui comme vous et moi, et donc qui offrent des rendements. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un fort succès de collecte sur ces SCPI, de collecte de fonds de particuliers
et d'autres investisseurs, parce que justement les rendements sont particulièrement intéressants aujourd'hui par rapport à la bourse, aux obligations ou à avoir ses liquidités sur un livret d'épargne quelconque. Donc il y a un franc succès d'ores et déjà sur ces produits-là qui sont accessibles aux particuliers. Donc les deux finalement vont se compléter et c'est une tendance qui vient ajouter encore une possibilité d'investissement pour les particuliers ou d'autres structures pour l'immobilier d'entreprise. Très bien, merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Alors Fileco continue avec trois autres grands témoins. Nous allons poursuivre cette réflexion autour de l'immobilier d'entreprise et voir comment ce secteur permet aussi de repenser la ville. Vous nous l'avez expliqué là aussi dans ce premier tour de table. Mais maintenant, nous allons faire un petit tour du web puisqu'on parle de votre territoire sur le web d'un point de vue économique. Et c'est Fanny Bourdillon qui nous a donc préparé cette revue de presse numérique. Les Échos sont revenus sur la fin du vaste plan de rénovation urbaine aux Mureaux. La ville a souvent souffert d'une mauvaise image. Aujourd'hui, les anciens quartiers sont transformés en un vaste écoquartier. Sur plus de 7 hectares, aires de jeux, vergers et jardins collectifs cohabiteront. De passage dans la ville en octobre dernier, le Premier ministre Manuel Valls a salué l'action menée par le maire François Garret. C'est beau ici et il faut du beau dans les quartiers populaires. Ce qui est fait ici est exemplaire. Bonne nouvelle, c'est un Yvelinois qui prend la tête d'Orange. Marc Blanchet, ce Versaillais de 48 ans, reprend donc le chantier de la fibre abandonné par SFR en juin dernier. Dans le 78 Actu, il revient sur ce chantier majeur. L'expérience client est ma priorité. Je serai particulièrement attaché à la qualité de service, à la proximité avec nos clients et au développement des usages numériques. Dans Elancourt Magazine, on apprend qu'un nouveau grand nom de l'innovation s'est installé dans la commune. Spherea, c'est l'ancienne entité d'Airbus Group, devenue autonome en 2014. La jeune société est basée à la Clé-Saint-Pierre. 150 collaborateurs y développent des technologies de pointe appliquées au domaine militaire et civil. Vous êtes bien sur TV Fil 78, Fileco c'est votre grand rendez-vous éco et nous parlons aujourd'hui d'un secteur important pour votre territoire qui est l'immobilier d'entreprise. Alors est-ce que l'immobilier d'entreprise permet de repenser la ville, d'explorer de nouvelles pistes pour une ville plus intelligente? Alors je vais poser la question à nos invités qui eux aussi sont des experts dans leur domaine. Alors Hubert Godet, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, vos réalisations jalonnent le territoire, on citera... Juste pour exemple, Australia, le siège de Bouygues Énergie Service, on en parlait dans la première partie de cette émission, donc merci d'être avec nous. Et vous avez collaboré avec Link City, un promoteur historique de 50 ans en Yvelines. Et Catherine Reynaud, vous êtes directrice de projet au sein de Link City. Bonjour. Et enfin, Julien Chauveau, alors vous êtes responsable projet immobilier chez Crédit Agricole Immobilier. Tout à fait. Bonjour. Crédit Agricole qui a choisi d'installer son premier campus à Saint-Quentin en Yvelines dans les années 70, 76. Alors, ce n'est pas un campus étudiant, on pourrait croire. En fait, non, c'est un campus d'entreprise. D'ailleurs, rappelez-nous un peu la différence. Qu'est-ce qui se passe dans un campus d'entreprise? Alors, nous avons voulu en fait implanter les gens sur un campus pour donner beaucoup plus de confort aux utilisateurs, plutôt que construire des tours comme on avait l'habitude de faire, comme par exemple à la Défense. Aujourd'hui, le collaborateur a un cadre de vie, un cadre de travail beaucoup plus agréable, avec des espaces verts et beaucoup plus en lien avec son habitat. Alors justement, pour avoir une idée un peu plus concrète, je vous propose d'aller visiter ce campus, le campus donc, du Crédit Agricole, un reportage réalisé par Fanny Bourdillon. Ce sont les premiers à avoir installé leur campus à Saint-Quentin en Yvelines à la fin des années 70. Aujourd'hui, le campus du groupe Crédit Agricole, appelé Skypark, évolue encore. Un nouveau bâtiment a été construit pour répondre à un enjeu majeur, doubler leurs effectifs avant la fin de l'année. Nous sommes d'ores et déjà à peu près 2800 personnes regroupées sur le campus de Skypark au sein du groupe Crédit Agricole. Nous allons très fortement dans les mois à venir, jusqu'en septembre 2017, augmenter nos effectifs puisque nous serons à peu près 5000, un petit peu moins, 4800 personnes qui travailleront sur le campus Skypark. Évidemment, ça signifie que nous avons construit des immeubles, nous en rénovons d'autres et puis également, effectivement, nous augmentons les infrastructures.
Skypark regroupe désormais 6 immeubles sur une surface de 11 hectares. C'est aussi 250 salles de réunion, des lounges, un gymnase, des restaurants et depuis peu une application smartphone. Une application smartphone qui permet d'avoir des informations générales sur la vie du campus, qui permet de se localiser à l'intérieur du campus. Je suis dans un bâtiment, j'ai besoin de chercher une salle dans un autre bâtiment avec lequel je ne suis pas familier. L'application va m'emmener directement à la salle de réunion sans que je sois obligé de tourner dans les étages avant de la trouver. Les nouvelles technologies sont au cœur de ce campus et les avantages sont nombreux. Travail collaboratif et participatif ou encore lieu de vie agréable pour les salariés. Aujourd'hui, les grands groupes copient tout des campus étudiants. C'est un campus ouvert apprenant. Un peu à la mode américaine, des campus américains de la Silicon Valley, des grandes entreprises. Parce que ici, si vous voulez, c'est le campus technologique du groupe Crédit Agricole SA. Et donc, nous amenons des nouvelles technologies, le numérique nous transforme et doit transformer également les mentalités. Et le campus a cette notion-là. On n'est pas des étudiants, loin de là, mais on aimerait bien avoir cette approche ouverte, dynamique, qui change de la banque traditionnelle. Et vous voyez, nous sommes ici dans un lieu qui s'appelle un lounge. Vous ne pouvez pas vous imaginer que vous êtes dans une entreprise du CAC 40. Renault, Airbus ou Bouygues, de nombreuses entreprises ont adopté la même dynamique que le Crédit Agricole, faisant de Saint-Quentin-en-Yvelines une ville de campus. Voilà, une ville de campus. Alors Julien Chevreau, une petite réaction, puisque c'est un peu chez vous là-bas. C'est vrai que Crédit Agricole a choisi Saint-Quentin-en-Yvelines très tôt. Pourquoi ? Alors, on s'est installé dès 1976 parce qu'on a eu la possibilité, justement, à l'époque, on était encore à la Caisse nationale du Crédit Agricole, de s'implanter ici. On nous a fait venir. À l'époque, il n'y avait pas de gare. Donc, pas mal de choses et d'infrastructures à mettre en place. Et puis, campus historique, nous l'avons fait évoluer. En 2000, on a construit un nouveau bâtiment. Et puis, en 2014, un dernier. 2014 aussi, on a commencé la rénovation des 2 bâtiments de 1976 pour en faire, encore une fois, le 2e campus du groupe et le campus technologique du groupe. Alors, Hubert Godet, je vais vous faire réagir en tant qu'architecte. Vous faites aussi bien de l'immobilier d'entreprise que de l'immobilier pour particulier. Est-ce qu'il y a des priorités quand on se lance dans un projet d'immobilier d'entreprise ? Alors, la première chose, c'est de bien analyser l'environnement dans lequel on travaille, l'analyse du terrain, l'analyse de la réglementation, de façon à ce que l'on puisse répondre le plus positivement possible, d'abord à l'attente de l'investisseur, de l'utilisateur et du promoteur. Et donc le travail se fait en commun et on essaye donc d'avoir quelque chose qui soit le plus fonctionnel et le plus pérenne. Donc en fait, c'est une tâche qui est très importante puisqu'en fait, on doit avant tout concevoir un ensemble immobilier qui puisse évoluer dans le temps, répondre à toutes les réglementations et puis surtout au bonheur de vivre à l'intérieur donc, de l'entreprise pour toutes les personnes qui seront à l'intérieur. Et donc, ce que l'on se rend compte, c'est que ce soit en rénovation ou surtout en construction, lorsque l'on crée un nouveau centre, un nouveau siège social, il est certain que ça apporte une dynamique très forte à l'entreprise. Et donc, nous devons répondre à ces programmes-là en fonction d'un contexte. C'est-à-dire qu'on construit ici à Saint-Quentin d'une façon différente que dans d'autres capitales, par exemple européennes, puisque la construction va dépendre un petit peu de l'environnement économique, du loyer, etc. Donc, notre travail, c'est de faire quelque chose qui soit le plus fonctionnel, rationnel et surtout identitaire également. Donc, tout ce travail-là, nous le faisons tous ensemble et c'est un long parcours. Quand vous dites identitaire, c'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise, elle veut que ce bâtiment lui ressemble. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte, que ce soit vraiment un côté comme une marque. Oui, bien sûr. Donc toujours en fonction du contexte, il faut que l'on essaye, avant tout l'immeuble doit être rationnel et fonctionnel, mais ensuite on doit lui apporter une identité. Et cette identité, toutes les personnes qui vont travailler à l'intérieur de l'entreprise vont s'y attacher. Et il y a une certaine... je crois qu'on peut dire une certaine fierté à tous les collaborateurs d'une entreprise qui ont un siège, qui a une forte identité, à venir travailler, à venir montrer, etc., à faire des tas de réunions à l'intérieur de façon à montrer le dynamisme de l'entreprise par l'image que l'on peut avoir du siège social. Surtout que vous avez conçu Australia, qui est le siège de Bouygues Énergie, qui est devenu un bâtiment assez important. On voit ces images-là, un bâtiment rouge. Là aussi, alors j'imagine que le choix de la couleur n'est pas anodin. Là aussi, c'est vraiment représentatif de Bouygues, c'est-à-dire vous le concevez comme ça? Alors, l'écriture architecturale ne vient pas comme ça
d'une idée, l'idée doit toujours être fondée. Et en particulier sur ce programme-là, c'était une expérience qui était très intéressante puisqu'il a été conçu avant le Grenelle de l'environnement. Et toute la démarche que voulait faire le groupe Bouygues, c'était d'anticiper un petit peu sur tout ce qui serait les nouvelles techniques de construction et surtout toutes les techniques d'économie d'énergie que l'on allait développer dans les années suivantes. Puisque, donc, je le rappelle, avant le Grenelle de l'environnement, beaucoup de techniques qui existent aujourd'hui n'existaient pas à l'époque. Et ce qui a été très intéressant sur ce programme, c'est qu'autour de la table, pour la conception, le groupe Bouygues avait plusieurs identités également, puisqu'ils étaient également donc investisseurs, ils étaient constructeurs, ils étaient promoteurs, ils allaient être utilisateurs et surtout ils allaient être gestionnaires. C'est-à-dire que ce projet-là, il a été raisonné, si vous voulez, en coût global. Quand on parle de coût global, ça veut dire que cet immeuble-là, il a été pensé sur une économie de gestion et d'utilisation sur pratiquement 30 ans. Donc on a travaillé sur la rationalité, de façon à ce qu'on puisse accueillir tel ou tel service de l'entreprise. Et comme on voit, les techniques évoluent considérablement, et donc il faut qu'on puisse accueillir toutes ces techniques, quelle que soit l'année durant laquelle ce bâtiment donc, va vivre. Donc tout ce travail-là, nous l'avons fait ensemble, et ça a été un travail passionnant, puisque ça nous a permis, nous, d'avoir d'autres orientations de recherche sur l'évolution de l'immobilier tertiaire, et puis surtout sur tout ce qui était économie d'énergie. Oui, et puis on a bien compris aussi, dans un premier temps, enfin, dans cette émission, qu'il y avait tout ce côté aussi obsolète, qu'il fallait... donc on comprend bien que il faut anticiper pour être le plus parfait possible. Alors Catherine Reynaud, on va parler avec vous du développement durable, parce que je crois que ça fait partie de l'ADN de Linkcity, qui est un promoteur historique de 50 ans en Yvelines. Comment ça se traduit dans l'immobilier? Parce qu'on a bien compris qu'il fallait que ça s'évolue, il fallait évoluer toujours. Absolument. Donc, Linkcity, on porte même dans notre nom maintenant cette notion de développement, le quartier, le lien. C'est une de nos spécificités au-delà d'être un promoteur classique sur une parcelle, un bâtiment. On travaille beaucoup ce qu'on appelle chez nous le multiproduit, le multi-usage, puisqu'aujourd'hui, un bâtiment, il n'est pas tout seul. Il doit être pensé, connecté à la ville. Il doit s'inscrire dans un écosystème où on vit, on travaille, on consomme, on s'éduque. Et le bâtiment ne doit pas être fermé sur lui-même, il doit aussi s'ouvrir sur d'autres usages pour le bien-être de tous les habitants d'un quartier. Et c'est ce qui se fait dans le quartier du Vélodrome, en tout cas c'est ce que vous avez tenté de mettre en place? Alors le quartier du Vélodrome est un des premiers quartiers sur lesquels on a travaillé sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Le fait générateur était l'arrivée de l'équipement sportif qu'est le Vélodrome. La communauté d'agglo nous a demandé de travailler à créer autour de ce Vélodrome une vie. Donc on a travaillé avec eux et ça a été très important puisque au-delà de savoir qui on voulait mettre sur ce quartier, on devait aussi travailler l'aspect urbain, réglementaire, et ça a vraiment été un travail en binôme avec les services de la communauté d'agglo pour écrire le règlement d'urbanisme qui permettait d'accueillir donc essentiellement des étudiants, des chercheurs, des hôtels. C'est exclusivement dédié effectivement à du résidentiel géré, puisque c'était à ce moment-là ce que la ville souhaitait sur son territoire. Alors Julien Chauveau, on l'a vu aussi dans le campus de Crédit Agricole, c'est important qu'il y ait des espaces verts, c'est important que ce soit numérique. Vous êtes un peu porteur aussi de cette nouvelle dynamique ? Tout à fait. Alors, nouvelle dynamique, oui. Encore une fois, on a souhaité faire un campus technologique du groupe. La notion aussi de développement durable était importante pour nous. Il ne faut pas oublier qu'on est la banque verte. Donc la construction, c'est forcément une construction avec le label haute qualité environnementale. Rénovation selon les labels BBC Rénovation, et puis l'exploitation ensuite du campus en HQE, donc haute qualité environnementale au niveau de l'exploitation aussi. Donc on est très porté sur le développement durable, et puis aussi nos collaborateurs sont tous les jours confrontés avec les nouvelles technologies, donc c'est un axe qu'on a voulu développer encore une fois sur ce campus, en faire un vrai campus technologique, des moyens de paiement et des opérations bancaires. Alors, Hubert Godet, vous m'aviez dit quand on a préparé ensemble cette émission que c'était une évidence qu'il fallait que ça soit numérique, connecté. Mais est-ce que l'immobilier d'entreprise peut insuffler une nouvelle dynamique ? Ah mais tout à fait, parce que là, par exemple, nous changeons complètement certains quartiers. Alors, avant d'aborder tous les problèmes techniques, les nouvelles technologies qui doivent s'intégrer à l'intérieur des bâtiments, il est certain que nous devons arriver à dynamiser donc certains quartiers, et ça peut se faire également grâce aux orientations tout à fait astucieuses et intelligentes qu'ont pu avoir
les différents présidents de la communauté d'agglo à Saint-Quentin ainsi que les maires qui nous ont permis, par la modification des règlements d'urbanisme, comme l'a évoqué Christine de Beauregard tout à l'heure, ça nous a permis, si vous voulez, de changer complètement certains quartiers. Notamment, nous travaillons également sur un campus sur le Pas du Lac et sur un ensemble immobilier qui était donc années 70, années 80. Les immeubles étaient complètement obsolètes, on ne pouvait plus rien en faire. Et les règlements nous ont permis, donc, comme ça avait été évoqué, donc, de densifier, mais surtout qu'on a requalifié d'un point de vue urbain l'ensemble du quartier, au bénéfice non seulement des riverains, mais surtout des personnes qui vont vivre à l'intérieur de ces immeubles et à l'intérieur du campus. Donc, si vous voulez, on a densifié, on a augmenté le nombre de mètres carrés. Nous ne sommes pas allés à l'extrême de ce que l'on pouvait faire, puisqu'on pouvait toujours faire du qualitatif, toujours pour le bien-être des personnes qui vivent à l'intérieur. Donc, si vous voulez, on travaille sur du neuf et sur de la réhabilitation lourde, sur des immeubles qui étaient auparavant donc, dans des secteurs à requalifier complètement. Donc, ce qui était évoqué également tout à l'heure, c'est que nous devons aller également plus loin, en ce sens que l'immeuble de bureau doit pouvoir accueillir non seulement des techniques nouvelles, comme vous l'avez évoqué, mais il doit pouvoir accueillir, je veux dire, différentes façons de travailler. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une entreprise, sur les différents projets qu'elles peuvent avoir, qui arrivent en fonction des contrats qui arrivent de l'étranger. Il y a différents projets qui demandent à ce que des personnes soient ensemble, soit de façon individuelle, soit en groupe, travaillent éventuellement avec du matériel qui est très important ou pas. Donc nous, nos plateaux doivent être adaptés à ce genre de situation et qui plus est, pouvoir être transformés également, comme ça a été évoqué tout à l'heure, en logement. Et donc la difficulté, elle est là, c'est qu'on s'est rendu compte que les rénovations que l'on fait à l'heure actuelle des immeubles des années 70, les immeubles étaient tout à fait je veux dire, mal pensés à cette époque. Et donc, nous devons tenir compte de toutes ces erreurs passées et essayer d'avoir quelque chose qui soit le plus souple possible pour pouvoir accueillir quelques programmes que ce soit à l'intérieur des constructions que nous faisons aujourd'hui. Alors oui, voilà, donc un immobilier plus souple, plus adaptable. Catherine Reynaud, vous plaidez pour l'immobilier d'usage. Qu'est-ce que c'est ? Ça rejoint un peu ce que dit Hubert, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vient dans un immeuble pour travailler, on peut aussi vouloir à un moment faire une pause pour se restaurer, faire une pause pour autre chose, ou y accueillir d'autres fonctions donc, qui viennent de l'extérieur. Les exemples les plus classiques, les pieds d'immeubles sont souvent dédiés à des restaurants d'entreprise qui fonctionnent qu'entre midi et 2 heures, le reste du temps, c'est vide. Donc on doit pouvoir trouver un autre usage à ces espaces qui vont servir peut-être à des associations extérieures, à du coworking, à pourquoi pas un restaurateur ou quelqu'un qui vient faire une animation particulière. Voilà. D'autres exemples sont aussi l'usage du stationnement. C'est quelque chose qu'on attaque de plus en plus. Partager le parking. Partager le parking. Les parkings de logement sont toujours vides la journée, les parkings de bureaux sont toujours vides la nuit. Et pourtant, on continue à faire les deux. Donc l'usage partagé du stationnement est aussi une évolution vers laquelle on doit aller. Voilà, mais il faut encore convaincre, ça c'est toujours un peu complexe de convaincre les personnes, les particuliers peut-être de prêter ou de louer leur parking, pour prendre cet exemple. Alors on parlait d'innovation, l'innovation peut aussi passer par un centre commercial. On va regarder tout de suite l'Open Sky qui doit ouvrir à Plaisir. Alors ça crée beaucoup de discussions et c'est vrai que c'est vraiment un projet très innovant, on regarde. La galerie des Sablons située à Plaisir va subir un lifting de grande ampleur. Le permis de construire du nouveau centre commercial Open Sky vient d'être signé. L'annonce a été faite pendant la cérémonie de vœux du maire de la commune, Joséphine Coleman-Berger. C'est un vrai plus parce que c'est une zone qui est en friche aujourd'hui et c'est un endroit qui mérite véritablement qu'on mette en place quelque chose de qualitatif. Le projet comprendra 32 000 m² de commerce, 35 magasins, 6 restaurants et un cinéma d'une dizaine de salles vont sortir de terre. Clairement, je pense qu'il y a de la part des habitants de Plaisir une certaine demande pour quelque chose de nouveau ici, à cet endroit, qui remplacerait ce bâtiment qui, il faut bien le dire, est aujourd'hui pas très beau. Ce qui nous ferait plaisir, c'est que quand ils le voient terminé et quand ils vont entrer dedans, ils disent juste « waouh ». Le projet était attendu par les Plaisirois depuis une dizaine d'années. Avant, il y avait un magasin de cuisine, il y avait tout ça. Il y avait beaucoup d'activités. Et puis maintenant, c'est pourquoi il faudrait mieux qu'on rénove un peu. Depuis le temps qu'on l'attend, ça va peut-être fait. N'importe comment pour
Pour ceux qui sont déjà là, ils en ont marre parce que même les ascenseurs ne fonctionnent pas, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a rien du tout, il n'y a personne. C'est le désert. Les travaux devraient débuter cette année pour une livraison prévue avant la fin 2018. Le nouveau centre sera présenté au Plaisirois le 18 février prochain à l'espace Coluche de Plaisir. Rénover, c'est un peu le maître mot, on l'aura compris, en plus en apportant une nouvelle dynamique. Hubert Goudet, peut-être une réaction à ce projet assez important? Écoutez, moi, je pense qu'il faut à tout prix donc, redonner une nouvelle image et puis surtout une nouvelle fonctionnalité à tous ces programmes, notamment commerciaux. Bon, nous, personnellement, nous n'avons pas de programme de cette taille, mais en effet, je trouve que l'identité de ce centre commercial est assez intéressante. Mais ça va toujours dans la dynamique de toute la communauté de Saint-Quentin. Je trouve qu'il faut féliciter le dynamisme des élus et ensuite de la communauté d'agglo, parce que ça, je pense que pour faire évoluer tous nos projets, on ne peut pas faire ça seul. Et d'un point de vue, d'un point de vue administratif, tout le travail qu'ils font avec nous est toujours très, très intéressant et très positif pour nous faire évoluer et faire avancer rapidement les choses. Oui, le terme de facilitateur employé par Christine de Beauregard est donc bien oui, choisi. Catherine Reynaud, vous aussi une réaction à ce complexe. Vous disiez que vraiment c'était la bonne solution. Il faut se lancer dans de tels projets? Effectivement, le commerce est aussi, comme le bureau, est en train de repenser ce qu'il peut apporter aux consommateurs. On ne vient plus seulement faire un achat, on vient aussi passer un moment en famille, se divertir, se cultiver. Et les nouveaux centres commerciaux intègrent beaucoup ce paramètre. Et en l'occurrence, l'opérateur qui va rénover ce centre commercial à Plaisir est un des précurseurs en ce domaine. Julien Chauveau, alors vous, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu éloigné de ce que fait Crédit Agricole Immobilier, mais c'est vrai que là aussi, on l'a expliqué quand je parlais de rénovation, vous, c'est un problème auquel vous êtes confronté parce que là aussi, le premier campus date de 1976 et c'est important. Là aussi, vous avez choisi de tout refaire. Comment ça s'est passé ? Oui, une nouvelle vie parce que tout change, les modes de travail évoluent, les nouvelles générations arrivent, beaucoup de technologies arrivent aussi. Donc il fallait qu'on donne aussi ce sentiment et cette identité du campus pour que les gens soient fiers de travailler sur Saint-Quentin. Donc on a voulu faire table rase du passé, repenser les espaces beaucoup plus ouverts. La mixité d'espace, encore une fois, il faut que les gens travaillent, mais il faut qu'ils puissent aussi décompresser, se restaurer. On a mis en place une conciergerie, la salle de sport. Tous ces équipements font que on souhaite que le collaborateur se sente bien dans son espace de travail, soit content de travailler sur ce campus pour être plus performant. Et puis après, c'est vrai qu'on a un cadre de vie ici qui est très très agréable, donc il faut en profiter. Et c'est une réflexion intéressante dans le sens où même dans les centres commerciaux, on essaye de, là aussi, avoir un cadre de vie qui dépasse le simple commerce. C'est vraiment... Bien sûr. Mais là, la semaine dernière, je voyais le président de l'un des sièges sociaux que nous avons fait sur Saint-Quentin. Et ce qui était très intéressant, c'était de voir la volonté qu'il avait d'ouvrir même son siège social à des personnes de l'extérieur et ensuite d'étaler également la façon de travailler à l'intérieur des immeubles. C'est-à-dire que les horaires étaient d'une souplesse la plus totale. Donc, ce qui permettait donc d'utiliser les bureaux le plus longtemps possible dans le temps. Mais c'est ce qu'il voulait de façon à dynamiser et puis à ce qu'au point de vue même culture interne de l'entreprise, tous ses collaborateurs puissent s'ouvrir au maximum sur l'extérieur. Il souhaitait même avoir la possibilité d'intégrer des startups qui n'étaient pas donc de l'entreprise, des personnes externes, de les faire rentrer dans l'entreprise de façon à ce que ça puisse créer de l'émulation. Donc nous, il faut que la recherche architecturale et dans les plateaux ou dans le concept que nous avons, on doit s'adapter au maximum justement à toutes ces réorganisations d'entreprise et puis d'utilisation des espaces. Alors, est-ce que c'est l'immobilier, ce sera ma dernière question, est-ce que c'est l'immobilier d'entreprise qui influence l'immobilier en général ou comment ça se passe en fait? Parce que là, on se dit qu'effectivement, si on travaille d'une autre façon, peut-être qu'on aura envie d'avoir une résidence qui soit différente aussi. C'est possible, mais je pense que la révolution ou l'évolution à partir de l'immobilier entreprise est beaucoup plus dynamique que celle que l'on peut avoir, dans l'habitat résidentiel. Vous êtes d'accord ?
Oui, je rejoins un peu Hubert, mais aussi les séquences de temps qu'on a dans une journée sont de plus en plus poreuses. On travaille, on vit de façon plus continue et on doit pouvoir, dans chacun des espaces, pouvoir répondre un petit peu à tout ça. Et on voit que le logement évolue, l'immobilier d'entreprise évolue, le commerce évolue, mais tout le monde dans une démarche de multiplicité comme ça des usages pour chacun. Merci vraiment à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Grâce à vous, on en sait un peu plus sur l'immobilier d'entreprise. On a bien compris que ça a insufflé une dynamique sur le territoire et que surtout, il fallait que ça soit vraiment que ça corresponde à nos attentes, aux vôtres, aux nôtres. Donc merci à vous encore une fois. Et maintenant, place à notre agenda. Rendez-vous donc le 14 avril à 18h30 au Vélodrome pour les rencontres de l'innovation Happy Innov. C'est la première du genre. Le réseau Open Innov, lancé en octobre dernier, compte déjà 200 membres et ils vont pour la première fois pouvoir se rencontrer. Et attention, le dress code est assez particulier puisqu'on vous demande de venir en jean et basket. Voilà, c'est le côté Happy Innov. Alors si vous avez envie d'en savoir plus sur la ligne 18 du métro automatique du Grand Paris, important les transports, on l'a redit lors de cette émission, une réunion publique d'information aura lieu le 14 avril à Guyancourt au pavillon Waldeck-Rousseau. C'est à 20h30. L'enquête publique est ouverte jusqu'au 19 avril. Enfin, si vous êtes étudiant et ou entrepreneur, ne ratez pas l'atelier développement du 27 avril. Atelier qui se tiendra de 9h30 à 11h à la maison de l'entreprise. Au programme Focus et solutions pour créer votre job. Et justement, entreprendre, ce sera le thème de notre prochaine émission. D'ici là, bien écoutez, je vous laisse regarder TV Fil 78 et je vous donne rendez-vous donc pour un prochain Fil Éco consacré à ce thème qui nous intéresse tous, entreprendre. Encore merci à vous trois d'être venus et d'avoir participé à cette émission. À très vite et restez sur TV Fil 78.